À Gaza, il avait été décidé de faire un triage inversé. Je me retrouvais pour la première fois de ma vie face à la nécessité de laisser mourir les gens. Donc je les ai formés à la médecine d'urgence, à la prise en charge, au triage. Vous avez formé combien de personnes en tout? 34 000. 34 000. Le but essentiel, c'est de sauver le maximum de vies. Pas de sauver toutes les vies, mais le maximum de vies. Je le dis par exemple aux chirurgiens. Vous allez être devant un blessé grave et vous allez essayer d'en sauver quelques-uns. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez envie de baisser les bras en vous disant « mais à quoi je sers? À quoi je sers ?» Eh bien, vous servez tout simplement à montrer qu'il y a une humanité. Vous êtes allé plusieurs fois à Gaza. Vous avez vu beaucoup de choses dont vous allez nous parler, mais vous avez d'abord vu des gestes de solidarité Ouais. entre les Gazaouis. Nous étions 6 médecins et une infirmière français et nous nous étions greffés à une ONG américaine. Seuls les Américains avaient obtenu l'autorisation de rentrer. Il y avait cette foule autour de l'hôpital européen. Ils étaient complètement isolés depuis le mois d'octobre. Ouais. Et ils recevaient ces bombardements tous les jours, etc. Il manquait de tout. Dès qu'ils ont vu que nous étions rentrés, que nous étions là, ils couraient derrière le véhicule, ils tapaient à la vitre, ils faisaient le signe V de victoire, etc. Et à l'entrée de l'hôpital, il y avait tout le staff de l'hôpital qui était sorti pour nous accueillir, et on s'est embrassés comme si on se connaissait de tout temps. On était là, merci d'être là, etc. Et cela se répercutait aussi dans la rue. Quand je sortais de l'hôpital et que j'ai vu par exemple ce vieil homme qui vendait des morceaux de patates douces, il ne vendait pas la patate douce, il vendait des morceaux de patates douces. Alors je suis allé vers lui pour lui acheter, mais je voulais acheter une dizaine de morceaux. Moi, j'avais l'argent pour le faire. Je lui ai commandé, il m'a servi, mais il ne voulait pas l'argent. Il ne voulait pas l'argent. Parce qu'il considérait que j'étais là. Et que ça valait déjà ça avait de la valeur que d'être là. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai vu aussi l'hôpital européen, j'y suis resté 2 semaines pendant, il y avait 25 000 personnes autour de l'hôpital européen qui vivaient dans cette précarité. Il y en avait plus de 3 000 à l'intérieur de l'hôpital européen qui vivaient dans les couloirs, et c'était un hôpital qui était rentré complètement dans le chaos. Il y avait 900 malades, là où il devait y en avoir que 600. Il manquait de tout quand nous sommes arrivés, de matériel chirurgical, de drogue anesthésique. Ils ne pouvaient pas endormir les patients, ils faisaient des anesthésies locales, on amputait beaucoup. Et au niveau des urgences, il avait été décidé de faire un triage inversé, c'est-à-dire de laisser mourir les plus graves, parce qu'on savait qu'on n'avait pas suffisamment de moyens. Ça a été pour la première fois de ma vie de me retrouver face à la nécessité de faire un triage inversé. Et de laisser mourir les gens. Donc c'était une situation extrêmement difficile. Après, il y a la grande famine, c'est-à-dire il y a cette fermeture à tous les convois humanitaires. Et qu'est-ce que devient l'humanité de ces gens qui ont été solidaires entre eux, justement au moment où vraiment la question de manger devient une question de survie à tout instant? Alors on perd la solidarité. Il y a vraiment une régression. On est dans la déshumanisation, là, complètement. Et souvent, je l'ai dit, il y a pire que de tuer quelqu'un, c'est de lui enlever sa dignité. Ils ont décidé, à partir du 4 mars, d'un blocus total, complet, etc. Il manquait d'eau, il manquait de nourriture totalement, et les gens ont commencé à se battre pour ça. Il y avait encore quelques chalands avec des boîtes de conserve qui étaient là. Il y avait une foule là autour, et quelqu'un essayait de voler au travers de la foule, de passer sa main pensant qu'on ne le verrait pas, et de prendre une boîte, et à ce moment-là, le vendeur a attrapé la main et l'a retenu. Ce qui s'est passé, c'est que tous les gens autour sont venus en appui du vendeur, et peut-être comme si on leur avait volé à eux-mêmes, qui n'arrivaient pas à acheter ni à pouvoir et voir que quelqu'un voulait voler alors même qu'eux étaient dans l'indigence totale, dans la précarité totale, etc., fait qu'ils voulaient le lyncher. Et il s'est mis à courir en criant de panique, etc., se dirigeant vers l'hôpital européen. La foule le suivait. Et en haut des marches, le garde qui était à l'intérieur est sorti avec son arme, il a commencé à tirer en l'air pour calmer la foule et protéger en même temps le voleur. Et Sinon, donc, il l'aurait oui, il lynché. aurait lâché, oui, mais c'était clair il le lâchait. Vous avez vu aussi des distributions de colis quand justement on était dans la grande famine. Il y a eu des largages.
Et quand il y a eu cette période de largage, les gens se battaient, ils s'arrachaient les colis les uns etc. les autres. Quand les Israéliens ont mis en place le GHM, c'est-à-dire le groupe humanitaire qui faisait la distribution de nourriture, c'était évident que ces hommes ne savaient absolument pas comment s'organiser une distribution de nourriture, etc. Et donc, ils avaient fait des espèces de couloirs, de grillages, où les gens rentraient à l'intérieur, mais ils rentraient en groupe à l'intérieur, trop de monde, dans un espace qui était devenu restreint. Et quand ils arrivaient au niveau de la distribution, ils se battaient pour avoir un colis, etc. Ils s'arrachaient entre eux. Ça créait de véritables émeutes. Les femmes, les enfants étaient écrasés, etc. Et à ce moment-là, les gardes tiraient sur la population. Il y avait en moyenne 40 morts à chaque fois. Et nous avions nos équipes maintenant. Nous avons nos équipes qui sont en place là-bas. Et nos équipes disaient, on ne veut pas aller à cette distribution. C'est trop dangereux. C'est dangereux, on se fait tuer. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu des principes et de la médecine en temps de guerre. Vous avez parlé plusieurs fois du triage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que cette méthode a été inventée et pourquoi c'est si important, enfin, et quelle est l'éthique du triage normalement? Ça a été créé par les Français pendant la guerre de 14-18, dans les tranchées. C'est une guerre qui est statique. Il y a à des moments des afflux de victimes, très très importants, et les moyens sanitaires sont dépassés par rapport au nombre de victimes qui arrivent. Donc il est vraiment très important de pouvoir discerner les patients qui doivent être pris en charge immédiatement de ceux qui peuvent attendre. Et on est plutôt, à cette époque, la réanimation n'existe pas, on est dans un tri chirurgical. Le patient qui doit être opéré en urgence, le patient qui peut attendre. Et au fond, tout le tri de 14-18 se détermine par rapport au temps opératoire. Le patient a opéré immédiatement, le patient qui peut attendre 2 heures, le patient qui peut attendre 6 heures, le patient qui peut attendre 8 heures et celui qui peut attendre 24 heures. Et donc le tri est un tri chirurgical et c'est l'armée française qui le met en place. Plus le nombre de victimes augmente et plus les patients qui sont dans l'urgence immédiate, compte tenu du manque de moyens, ça devient des morituries. Moriturie, ça veut dire quoi? Moriturie, ça veut dire qu'on laisse mourir. Donc il est clair à ce moment-là, et ça impressionne un peu les Anglais qui disent « mais c'est curieux, voilà comment procèdent des Français ». C'était pas la technique auparavant. Comme si c'était pas éthique. Ça leur a semblé pas éthique du tout de procéder comme ça, pas du tout. Alors qu'au fond, quand on y réfléchit bien, le but c'est de donner les meilleures chances à ceux qui sont les plus graves pour sauver la vie. Donc, et par rapport à une situation où on est en situation dégradée, plus vous avez de moyens, plus, bien évidemment, vous allez donner de priorité à ceux qui sont les plus graves. Moins vous avez de moyens, moins vous allez donner de chance à ceux qui sont les plus graves parce qu'ils vont vous prendre une grande partie de vos moyens et les autres ne pourront pas en bénéficier. Et donc, on peut penser que dans cette situation-là, ça n'est pas éthique. Mais en vérité, ça l'est totalement. Parce que le but essentiel, c'est de sauver le maximum de vies. Pas de sauver toutes les vies, mais le maximum de vies. Et donc, de ce fait, à Verdun, pendant la Première Guerre du Golfe, pendant la Première Guerre mondiale, l'idée était en même temps de dire les hôpitaux qui sont les plus proches du front vont recevoir les blessés les plus graves, et plus on va s'éloigner du front, on donnera les blessés les moins graves. Si bien que les blessés qui peuvent attendre 24 heures vont se retrouver à Marseille, par exemple. Ça, c'est pendant la guerre de 14-18. Passé la guerre, on est maintenant dans les guerres coloniales, que ce soit en Indochine, que ce soit en Algérie, etc. Apparaît en même temps l'hélicoptère comme moyen d'évacuation, apparaît la réanimation aussi, la transfusion sanguine, etc. Donc les progrès apparaissent. Et donc, progressivement se met en place un autre mode de triage, non pas sur le temps chirurgical, mais plus entre urgence absolue, de urgence relative. Urgence absolue, ce qui nécessite une prise en charge rapide. Dans les 10 minutes, quoi. Pour les urgences immédiates, il y a des urgences absolues qui peuvent attendre 2 heures, et il y a les relatives qui peuvent attendre bien plus longtemps. Et donc, on voit apparaître un nouveau modèle dans lequel s'intègre aussi la réanimation. C'est-à-dire le fait que, grâce à la réanimation, on peut stabiliser un patient sans nécessiter forcément d'un acte chirurgical. Le triage nécessite, pour être bien fait, un certain nombre de compétences. Et généralement, on décerne qu'il y a 3 compétences nécessaires pour le médecin trieur. Il faut qu'il soit réanimateur,
c'est-à-dire la capacité de voir si la réanimation est de nature à stabiliser le patient. Il faut qu'il soit chirurgien parce qu'il doit pouvoir évaluer combien de temps le chirurgien va devoir opérer pour traiter le patient, pour le stabiliser. Et il faut qu'il ait une capacité de logisticien, c'est-à-dire qu'il sache quels sont les moyens dont il dispose à l'intérieur de sa structure. Vous racontez par exemple l'histoire de l'attentat à Djibouti et la petite fille vendeuse de bonbons. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire qui est, je pense, un bon exemple de ce qui est compliqué dans le triage? Dans l'hôpital militaire français à Djibouti, nous étions deux, le chirurgien et moi comme médecin réanimateur. C'était dans l'après-midi, autour de 16 ou 17 heures. Nous venions de faire une césarienne. On sort du bloc opératoire tous les deux, le chirurgien et moi, et d'un seul coup, on vient nous dire qu'il y a eu une explosion dans un bar à Djibouti. Il y avait énormément de blessés et que les blessés étaient en train d'arriver au niveau de l'hôpital, à l'entrée de l'hôpital. Nous y sommes allés, mais les blessés étaient déjà là. Ils étaient couchés par terre. Les taxis faisaient un aller-retour. Ils allaient ramasser les blessés qu'ils trouvaient là-bas dans le bar et les ramener et on les posait par terre. Il n'y avait absolument pas de salle pour recevoir autant Et donc, on s'est retrouvé avec 48 ou 49 blessés différents, mais j'étais le seul médecin. Et il fallait que je sois capable, au même temps, de trier avec le chirurgien pour déterminer les ordres de priorité pour passer au bloc opératoire. Il fallait en même temps que je réanime ceux qui devaient être réanimés et je dois dire que c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Alors nous avons priorisé sur le plan chirurgical. Le chirurgien était tout seul. Nous avions que 2 infirmiers anesthésistes et en même temps se présentait une petite fille qui avait été blessée au niveau du cou et elle avait une hémorragie d'une de ses grosses artères carotides au niveau du cou et c'était un jeune marin français qui faisait compression. La petite fille était vivante, elle avait les yeux grands ouverts, elle était totalement effrayée et quand j'ai dit au chirurgien: «Qu'est-ce que tu en penses?» Là, il m'a dit: C'est pas possible pour moi, il faut ouvrir le thorax, ça va prendre énormément de temps, énormément de temps». Alors j'ai écouté, je l'ai installé dans mon bureau qui était juste à côté du bloc opératoire et j'ai mis en place une solution pour pouvoir l'endormir et la laisser mourir, là. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal et je n'aurais pas dû écouter. Avec l'expérience que j'ai acquise avec toutes ces années, nous aurions dû tenter pour elle et essayer de la sauver. Cet enfant m'obsède. Et le marin, Et le marin aussi, parce qu'en plus, je n'ai même pas dans la situation même, je ne me suis même pas intéressé au marin. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je l'ai fait sortir, en même temps, je l'ai endormie, j'ai mis un pansement compressif et elle est morte dans mon bureau. Et je ne me suis même pas occupé du marin qui avait passé des heures à comprimer, là. et on aurait envie de s'arrêter, de rester avec la personne qui est en train de mourir, mais on n'a même pas le Même temps, pas, enfin, et donc, même pas, même pas. et donc après, quand on repense à tout ça, Bah, c'est difficile. Je veux dire que j'étais jeune médecin à l'époque, hein, je devais avoir, 30 ans. C'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation d'afflux de victimes. Il y en avait un autre qui était dans le couloir. J'étais au bloc opératoire pour endormir et on m'appelle en me disant, d'aller très vite parce qu'il y avait un jeune qui était en train de mourir dans le couloir que j'avais vu examiner. Il avait une plaie de la fesse, une simple plaie de la fesse en me disant: «Bon, bah, il était tout à fait stable» et cetera. En fait, la plaie de la fesse n'était pas qu'une plaie de la fesse. Il y avait un éclat et l'éclat était rentré dans le petit bassin, il avait perforé l'artère iliaque et en fait, il est mort d'hémorragie, tout doucement, mais d'hémorragie et quand on m'a appelé, c'était beaucoup trop tard. Son hémorragie avait été massive et il avait entraîné un arrêt cardiaque. Et je dois dire que c'était difficile en même temps. Maintenant, j'explique aux élèves que je peux avoir et cetera: «Attention, il faut absolument, vérifier et cetera, que ce soit pas une plaie du petit bassin». Le pire a été dans les jours qui ont suivi, le coup de téléphone du père, d'Allemagne, qui parlait très peu le français, mais qui parlait le français et de me demander si son fils avait souffert et si son fils avait dit quelque chose avant de mourir et c'était là aussi difficile pour moi d'expliquer. c'est ce que vous avez revécu, cette situation catastrophique à Gaza Oui, aussi. ouais. Le tri inversé, il a eu lieu parce que les blessures étaient toutes très graves. Parce que les blessures étaient graves et que les moyens étaient, nous étions dans une situation très dégradée et qu'il y avait que 8 lits de réanimation, mais les lits étaient déjà pleins, et on était dans une situation, de
catastrophique. Parce que les gens arrivaient avec des blessures à la À la tête. tête, etc. Les snipers tiraient à la tête. On aurait pu peut-être, voilà, mais on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens Donc là aussi, c'est les mains vides, quoi, l'impuissance, totalement. et du coup, le cœur qui saigne, enfin, Absolument. C'est vraiment très, très difficile de laisser mourir. C'est vraiment, je voudrais que les gens comprennent, pour un médecin, on tente de toutes les manières possibles de sauvegarder la vie. On n'est pas c'est pas nous qui décidons, mais on essaye, par les moyens, de sauvegarder la vie. Mais quand vous savez que vous pourriez éventuellement sauvegarder cette vie, mais que vous ne pouvez pas le faire parce qu'on ne vous a pas donné les moyens, parce qu'ils ont refusé de laisser rentrer le matériel, etc., parce qu'on ne pouvait pas évacuer les blessés les plus graves et on aurait pu mettre en place à Rafah éventuellement des hôpitaux de campagne. Il y avait les 2 bateaux hôpitaux qui étaient en Égypte et qui étaient à quai même. On aurait pu laisser sortir ces blessés les plus graves, mais c'était interdit, c'était pas possible. Les Israéliens ne permettaient pas de le faire. Et donc tous ces gens étaient condamnés à mort parce qu'on ne permettait pas justement de les évacuer. et comment vous mettez du baume sur votre cœur? Enfin, comment on fait pour continuer? Je crois qu'il faut surtout continuer, il faut surtout pas abandonner. J'essaye de faire au mieux avec ce que je sais faire et au moment où il faut le faire. Je le dis par exemple aux chirurgiens. En Ukraine, nous formons aussi les chirurgiens. Il y a des milliers de morts du fait de cette guerre, des milliers de morts. Et je les vois à travers tous les cimetières, les places publiques, dans tous les villages, les portraits, des milliers de morts. Et vous allez essayer d'en sauver quelques-uns. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez envie de baisser les bras en vous disant, mais à quoi je sers? À en sauver combien? Quelques-uns? Et même, quelquefois, en faisant des handicapés, après les avoir amputés, pour leur sauver la vie. À quoi je sers? Et ce que je leur réponds, eh ben, vous servez tout simplement à montrer qu'il y a une humanité, que vous êtes là, au péril de votre vie, mais vous êtes là. Et vous essayez de montrer que dans cette situation de violence, il y a une humanité et vous la représentez. Un témoignage, en fait. Vous témoignez qu'il y a une humanité. Oui. Et c'est un peu ce que je fais quand je vais à Gaza, quand je vais en Ukraine, quand j'allais en Syrie. J'essaye d'être avec ma bougie, là, apporter un peu de lumière. Pour aller au Proche-Orient comme Raphaël Pitti, la Bible est un excellent guide de voyage. Alors je suis heureux de vous présenter la première Bible catholique spécialement conçue pour le Bible Journaling, qui est une pratique très tendance aux États-Unis. Pour le Bible Journaling, vous voyez, il y a des grandes marges, des endroits où on peut vraiment faire des dessins, écrire, garder des souvenirs, des textes qui nous ont touchés. Et du coup, on fait une lecture de la Bible qui reste dans le temps. C'est un magnifique objet à offrir ou à s'offrir, une Bible qualitative que vous pouvez acheter aux éditions de l'Emmanuel. On vous met le lien en description. Merci à eux. Vous arrivez en Syrie, c'est la guerre civile, vous êtes médecin d'urgence, vous vous portez volontaire. Comment se passe votre premier jour sur le terrain? Alors, je suis arrivé dans l'hôpital un dimanche. Tout le monde était persuadé que je n'étais là que pour passer la journée, simplement, et que le soir, ils me récupéraient pour me ressortir vers la Turquie. En haut des escaliers, il y avait un homme qui attendait, qui était le chef de l'hôpital. Il m'a conduit au bloc opératoire. J'ai passé une tenue de travail, de bloc. Il y avait beaucoup de blessés à l'entrée de l'hôpital qui étaient là, pris en charge par les infirmiers et les médecins. Et quand nous sommes repassés devant l'entrée de l'hôpital, ça s'est mis à tirer. Une voiture s'est arrêtée, un homme est sorti porté par 2 autres, il claudiquait, il y avait du sang qui s'écoulait de sa jambe, il y avait une plaie au niveau du creux poplité de sa jambe. Immédiatement, comme j'étais juste devant l'entrée, je l'ai aidé, à s'allonger sur un brancard. Immédiatement, l'automitrailleuse qui était au bout de la rue s'est mise à tirer elle aussi, de manière très importante. Les gens qui étaient dans la rue sont rentrés dans l'hôpital pour se protéger. Tout le personnel du service des urgences s'est sauvé. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne que le malade et moi, qui lui aussi a essayé de se mettre debout. Il est venu s'accrocher sur moi et on s'est retrouvés couchés par terre tous les deux, lui avec sa plaie qui saignait, moi en lui mettant un point dans son creux poplité pour arrêter l'hémorragie et à attendre. Puis les choses se sont arrêtées, ça s'est arrêté de tirer, les gens sont revenus, il y avait d'autres blessés qui arrivaient, je me suis mis au travail dans ce que je sais faire. Donc vous êtes là, vous êtes couché, il y a la mitrailleuse, vous tenez le sang, enfin vous arrêtez l'hémorragie. À ce moment-là, dans ces quelques secondes, vous pensez à quoi? Je suis préparé à cette violence de la guerre, je ne suis pas préparé à cette violence d'un coup. On m'avait laissé dans un hôtel le soir de mon arrivée,
Et puis j'avais plus aucune nouvelle, je ne savais pas du tout, qui viendrait me chercher, comment ça allait se passer, je n'avais pas de numéro de téléphone et puis le dimanche matin, d'un seul coup de téléphone de la réception: «Descendez, il y a une voiture qui vous attend, vous partez en Syrie». Et je suis rentré clandestinement et je suis rentré dans la guerre à travers mon parcours de médecin militaire, à travers, toutes les opérations que j'avais pu faire, les zones de crise, la guerre du Golfe. Donc la guerre n'était pas quelque chose qui m'était inconnu. C'est la rapidité avec laquelle j'étais rentré en Syrie dans la guerre. Il y a un moment, qui est très important, c'est le moment où vous vous rendez compte que Bachar el-Assad utilise des armes chimiques. Et qu'est-ce qui se passe la première fois? C'est quoi cette situation que vous rencontrez? Alors jusqu'à présent, nous formions aux pathologies qui sont secondaires à la guerre, mais je n'abordais jamais la partie neurochimique, chimique. On était dans des combats interurbains et donc les médecins syriens qui arrivaient disaient: «Parmi les blessés, nous avons des gens qui sont intoxiqués». Et j'ai dit: «Mais quel type d'intoxication?» Eh ben, ils vomissent, ils ont des convulsions et cetera. Alors je me suis dit: «Ah, possible qu'ils confondent avec le cyanure». Parce que chaque fois que le plastique brûle, il émet du cyanure. D'accord. Et donc, dès lors que vous avez dans une pièce une poubelle qui brûle, elle émet du cyanure et vous pouvez avoir, avec les fumées d'incendie, au même temps, des intoxications au cyanure. Et ça, on le voit même en France, et cetera, c'est possible. Et donc je dis: «Ils doivent confondre». Jusqu'à ce que, en 2013, au mois de mars, j'étais à Bab el Awa, arrive une mère et sa fille. Et ils avaient les signes pathognomoniques de l'intoxication au neurotoxique, au sarin. Vous le voyez? Et je le vois. Et là, on m'explique que, il y a eu une explosion dans une ville à environ 60 kilomètres de Bab el Awa, du mortier qui a été tiré, qui est tombé sur une maison. Toute la famille est morte, sauf la mère et sa fille. Et ils ont été transportés à Bab el Awa. Et là, je constate qu'ils ont une intoxication. Je fais des prélèvements. Là, il faut absolument les faire sortir pour prouver qu'il y a l'utilisation. En fait, l'utilisation du neurotoxique avait changé sur le plan stratégique. On était dans une utilisation de type tactique. On est dans une guerre civile. On se bat rue contre rue, quartier contre quartier. Les snipers sont embusqués. L'armée de Assad utilise des grenades avec du sarin dedans et du mortier avec du sarin. Ils tirent, ça explose. Il y a ceux qui sont blessés du fait de l'explosion par la grenade et autres. Et puis d'un seul coup, il y a émanation de gaz et les autres tombent, sont intoxiqués et meurent. Immédiatement, ceux qui sont encore vivants paniquent, fuient. C'est la terreur, en fait. C'est la terreur. À ce moment-là, ils abandonnent le terrain. Il suffit de savoir attendre. Si vous avez utilisé dans les bonnes conditions météorologiques, au bout d'une heure, le produit s'est dissous dans l'atmosphère et vous pouvez récupérer le terrain. Et donc, en fin de compte, l'armée de Assad utilisait de manière tactique le sarin pour pouvoir enfumer quelque part, comme les rats que l'on veut faire sortir de leur trou, les snipers. Un peu plus tard, vous racontez aussi que vos confrères qui sont en Syrie, vous êtes en France, vous appellent sur Skype au moment justement d'un usage massif. Et là, il y avait quelque chose qui avait changé. On n'a pas eu le temps de former et donc nos collègues à Damas se sont retrouvés face à l'utilisation du chimique à destruction massive. Plus de 1400 personnes qui sont mortes en une seule nuit, d'autres qui ont survécu parce que c'était une intoxication légère. Mais ça a été pour eux quelque chose d'horrible parce qu'ils voyaient les gens convulser, vomir, et cetera. Ils rentraient, ils n'avaient aucun moyen, ils n'avaient pas l'atropine, ils n'avaient pas les antidotes qui valaient, et cetera. Jusqu'à 1h du matin, nous sommes restés au téléphone avec le docteur Ziad Alissa à essayer de les soutenir. Ils demandaient: «Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qu'est-ce qu'on doit faire?» Et nous étions totalement impuissants. Donc vous êtes à Metz, c'est la nuit, Skype sonne. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous prenez l'appel et qu'est-ce que vous comprenez? Comment vous comprenez? Il y a dans l'hôpital en particulier, c'est le médecin de l'hôpital en charge qui voit arriver des gens. Ils sont dans une grande salle, on dit: «Il faut absolument décontaminer», mais ça se passe à l'intérieur de l'hôpital. Les blessés sont couchés par terre, ils vomissent, ils tremblent, ils convulsent, et cetera. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ils les arrosent, il y a de l'eau partout. Au fond, ils ne font que diluer l'intoxication, mais l'eau qui se contamine elle-même. Il y a certains infirmiers qui commencent en même temps à avoir des troubles de la vision. Il y en a qui se mettent à vomir aussi.
Le médecin se met à pleurer, ça dure jusqu'à 1 heure du matin. Vous, quand vous raccrochez de Skype, c'est impossible de dormir. Mais oui, Enfin, absolument. Oui, oui. vous faites quoi à ce moment-là? Ah, de se sentir complètement, in dans l'incapacité de pouvoir agir avec eux, de les sentir comme ça, c'est encore, quelque chose qui me marque profondément. Avec ce que j'aurais vécu, en janvier 2024 à Gaza, avec le 21 août 2013, ce sont 2 expériences qui sont extrêmement difficiles pour moi à porter. D'impuissance. Impuissance en même temps. Quand on fait la guerre, comme médecin, enfin comme militaire conventionnel, il y a un cadre. Là, vous passez, comme un civil, clandestinement, vous passez la frontière plusieurs fois puisque vous êtes venu plein de fois, en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques franchissements de frontières justement, Je suis allé 38 fois en Syrie, 2 ou 3 fois de manière un peu officielle. Les autres fois complètement de manière clandestine. Nous avons utilisé des passeurs allant de village en village et je n'ai jamais bu autant de thé, à chaque fois qu'on arrivait dans un village, puisqu'on était reçus par le chef du village en attendant qu'un autre passeur arrive pour nous ramener sur un autre et cetera. Puis nous sommes arrivés dans la montagne avec un passeur qui nous guidait au travers des sentiers. Arrivé au niveau de la frontière turque, il y avait des fils de fer barbelés. Il avait une pince, il a commencé à cisailler. Moi, j'avais mon sac assez gros, et je l'ai passé à travers le grillage pour qu'il soit récupéré de l'autre côté. À ce moment-là, eh bien, l'iPod que j'avais, Bocelli s'est mis à chanter en pleine nuit comme ça, sous les fils de fer barbelés. Tous les autres s'inquiétaient parce que les Turcs n'étaient pas très loin. Chut, 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 chut. Après, c'était la difficulté, c'était d'aller au fond du sac, récupérer l'iPod pour pouvoir l'éteindre. Et donc, et nous sommes passés comme ça. De l'autre côté, mon collègue s'est fait une entorse en marchant. Le guide de dire: «Attention, vous suivez bien et vous restez dans mes pas parce que c'est miné de part et d'autre». Et donc il fallait en même temps le suivre. Lui boitillait devant, moi j'étais derrière et nous sommes arrivés comme ça jusqu'au bord d'une route et nous sommes rentrés dans la tranchée de la route à attendre qu'un véhicule arrive, nous prenne en charge et nous ramène ensuite sur Ayalé. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'être, par exemple, dans la série du Bureau des légendes, parce qu'il y a beaucoup de passages de frontières justement entre la Turquie et la Syrie, exactement au moment où ça se passe pour vous. Vous, vous avez vécu ça comme si vous étiez un espion? Enfin, comment vous vivez ça? C'est, tout naturellement, je sais pas, je ne m'imagine pas être en situation, je vis la situation, je suis dans le moment présent et dans la situation et je fais confiance en même temps à ceux qui sont avec moi pour me sortir de là. C'est comme ça que je vis les choses, je ne les vis pas, d'une manière théâtrale ou je n'imagine pas, pendant que je suis dans l'action, je vis l'action. Il y a des moments où vous racontez que, par exemple, vous n'aviez même plus votre passeport français, donc si on vous arrête à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'étais avec mes collègues à chaque fois franco-syriens, eux avaient un passeport syrien et un passeport français. Quand nous rentrions en Syrie, au niveau de la frontière avec les Turcs, ils montraient leur passeport syrien, car s'ils montraient leur passeport français, ils n'auraient pas pu rentrer. Les Français étaient interdits. À cette époque, je n'avais pas de pièce d'identité autre que le passeport français. Quand nous sommes rentrés, nous nous sommes retrouvés du côté syrien et au niveau du poste qui était tenu par le groupe islamiste Al-Nosra. Et donc il était éminemment dangereux pour moi d'être repéré en tant qu'étranger, et cetera, parce que c'était l'enlèvement, le risque de raquettes, et cetera. Vous valez 1 million de Et dollars. c'est ça, j'avais une valeur marchande à ce moment-là et nous étions dans un minibus. Il y avait mes 2 collègues qui étaient devant moi, nous étions 3 sur la banquette arrière, il y en avait encore 3 derrière et donc le garde, au niveau du checkpoint, a ouvert la porte du minibus sur le côté droit. D'habitude, il se mettait du côté du chauffeur et il parlait au travers de la fenêtre en disant: «Ce sont des médecins, ils vont à Bab el Awa» et cetera et il nous laissait passer. Là, il ouvre et il commence à demander les papiers De tout le monde. de tout le monde, les uns après les autres. Là, c'est la première fois où il nous arrête et il demande les papiers. Donc il commence par celui qui est devant moi, il prend son passeport, il le regarde, il lui rend, il reprend celui du second à côté, tout en parlant en arabe avec le chauffeur. Et puis moi, j'ai rien à lui montrer, quoi. Alors je demande à celui qui est devant moi de me donner son passeport, Discrètement. discrètement, quitte à le remontrer. Peut-être qu'au fond, il faisait semblant de lire et je me dis: «Peut-être qu'il remarquera pas que c'est le même passeport qu'il revoit pour la 2e fois».
Il me donne son passeport. Je suis en relation avec une amie qui priait beaucoup, surtout quand je passais les postes frontières. Et je lui disais: «Ben, prie pour moi, parce que ça peut être compliqué pour moi». Et puis, il demande à ce moment-là le passeport de celui qui est juste à côté de moi, à ma droite, assis. Il lui prend. Et puis moi, je le regarde, faisant l'air de quelqu'un qui écoute la conversation, etc. Il prend son passeport, il regarde, il lui rend, il se met à rire et il ferme la portière. Et il nous laisse partir. Et je dis: «Mais j'ai l'impression qu'il ne m'a jamais regardé». Comme si vous n'avez pas vu. Exactement. C'est vraiment ce sentiment que j'ai eu. Il ne me regarde pas. Et j'envoie à Myriam, je lui dis: «Oh, ça c'est bon». Elle me répond: «Je prie pour qu'il ne te voie pas». C'est incroyable ça. Et Moi, donc j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Enfin, oui, parce que moi, je vous vois là, vous êtes en face de moi, je vous oui. vois, vous n'êtes pas invisible. Ben non, du tout. À ce moment-là, je me tourne vers mon ami Ziad Alissa, avec qui je suis chaque fois j'ai passé les frontières, et il me dit: «Ah, mais dans le Coran, nous avons un verset comme ça, où à Mohammed, justement, il est dit qu'il n'est pas vu par les autres, qui le cherchaient». Ouais, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Donc ça, c'est vos passages de frontières. Quand vous êtes en Syrie, qu'est-ce que vous avez voulu construire finalement dans ces 38 venues? Qu'est-ce que vous avez fait? Durant toutes mes années militaires, ma compétence universitaire, c'était la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe. Et à ce titre, j'ai formé des promotions de médecins militaires à la prise en charge des blessés de guerre. Donc, quand je suis sorti de mon premier voyage et que j'ai retrouvé mes collègues franco-syriens à Paris, je leur ai proposé de créer un centre de formation. C'est ce que nous avons fait en 2013. Et donc, la question se posait de savoir où est-ce que nous allions. On va à Alep. Alors mes collègues disent: Mais Raphaël, il y a la guerre». Mais je dis: «Si on veut former les médecins, c'est le moment là, C'est là où il faut c'est là aller. où il faut aller». Il y avait personne dans les rues, il y avait des gardes qui se chauffaient un peu un peu partout, et cetera. Ça tirait en permanence, les snipers, ça se tirait avec du mortier, et cetera. Il y avait 10 hôpitaux clandestins, numérotés de la main à M10. Ils étaient clandestins parce qu'autrement, ils auraient été directement bombardés. Et donc, on a eu à peu près une dizaine de médecins qui sont venus, ce qui nous a permis de commencer les cours. Une première promotion. Une première promotion, d'ailleurs. Vous avez formé combien de personnes en tout? Au total, en Oui. Syrie, durant ces 10 Oui. années, 34 000. Et après, en 2016, nous sommes allés dans le nord-est de la Syrie. C'était les combats contre Daesh. Les forces kurdes de l'YPG se battaient contre Daesh. J'ai été bouleversé par le nombre de victimes des forces kurdes qui se battaient contre Daesh. Vraiment, je n'avais jamais vu autant. C'était des jeunes femmes, c'était des jeunes hommes qui se battaient, ils n'avaient pas de tenue de protection, ils se battaient avec force, ils fonçaient sur Daesh, qui se faisaient sauter aussi avec des mines autour d'eux. Enfin, c'était vraiment l'enfer pour les Kurdes, et ils se battaient avec un courage qui, moi, m'impressionnait vraiment beaucoup. Et dans ce cimetière, j'avais l'impression de voir Verdun, vraiment. Il y avait tellement de tombes, et elles étaient blanches, et cetera, de femmes avec des enfants qui pleuraient sur les tombes. Sur chaque tombe, il y avait la photo. Et à la sortie du cimetière, on me montre un monsieur, le gardien du cimetière, et on me dit: «Il a demandé à être le gardien du cimetière». Et je demande: «Pourquoi?» Il dit: «Parce qu'il a son fils qui est mort, et il veut rester près de son fils jusqu'à la fin de sa vie». C'est dingue. C'est dingue. Aujourd'hui, il y a des technologies que vous développez qui auraient pu ou qui permettent du coup d'avancer de manière très mobile. L'évolution technologique est telle aujourd'hui qu'on a ce qu'on appelle des échographes ultra portables. C'est à peu près 90 grammes, et c'est 10 à 12 centimètres de long. Comme un téléphone portable. C'est comme un téléphone portable, c'est de cette taille-là, et vous utilisez en même temps votre téléphone portable comme écran, et vous avez un échographe à la main. Et cet échographe facilite en même temps le triage. Et donc nous avons formé, en Ukraine en particulier, à l'utilisation de ces échographes ultra portables, et nous les avons même distribués grâce au ministère des Affaires étrangères, au centre de crise, qui nous a aidés financièrement pour le faire. Alors ces appareils sont dans la poche, on le sort, et immédiatement, bien évidemment, on balaye le thorax, on balaye l'abdomen, et on sait s'il y a une hémorragie active ou pas, s'il y a un drainage à faire ou pas, et cetera. Donc vous auriez fait ça sur ses Évidemment, fesses et vous et auriez vu. évidemment, et même pour la petite fille,
et même au niveau du thorax, en particulier, pour être sûr que c'était bien la carotide et c'était pas éventuellement une autre artère que nous aurions pu, ligaturer ou autre. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, l'échographe ultraportable a complètement, changé le triage, le permet justement d'avoir plus de certitude, dans en distinguant très bien de ce qui est chirurgical de ce qui ne l'est pas. Et c'est quoi, les évolutions même, Alors l'évolution, c'est qu'avec l'IA maintenant, on n'aura pas besoin d'être formé. Il suffira d'utiliser l'appareil et c'est l'IA qui fera le diagnostic. Donc je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, on aura ces appareils qui vont pouvoir et je suis persuadé que ça va remplacer le stéthoscope. D'ici quelques années, tous les médecins qui sortiront des universités médicales auront, l'échographe à la main, dans leur cabinet et cetera. Parce l'échographe sera là et avec l'IA, on aura le diagnostic. Ça évitera des radios, ça évitera le scanner, ça évitera et cetera. je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est un peu sous-jacent dans tout votre récit, c'est, le secours de votre foi. Vous êtes un homme de foi et j'ai l'impression qu'elle vous habite, à tous les instants de votre vie, dans tous ces moments si dramatiques. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça l'est. Ça l'a pas toujours été. Oui, mais ça l'est maintenant, depuis, la guerre du Golfe, en tous les cas, de manière importante. Heu, a Enfant, j'étais, très, je on est d'une famille très modeste et puis comme à l'époque les enfants étaient souvent dans la rue, on jouait dans la rue c'était la foi et puis il y avait les moments qui étaient très importants, c'était justement, d'aller, le jeudi après-midi, quand il y avait pas d'école, on allait à la paroisse et avec l'abbé, on jouait au football, il nous présentait des films, et cetera. Il y avait une vie autour de l'église, Oui. qui était vraiment très importante et dès l'âge de 7 ans, j'étais enfant de chœur et je participais totalement à la vie de la paroisse à l'époque, c'était en latin et donc nous savions à peine lire et écrire, mais on savait réciter déjà en latin, le Confiteor Deo omnipotente, Beate Mariae Semper Virginem, je ne vais pas oublier depuis l'âge de 7 ans. Introibo ad altare Et très Deum. fort, écrit le vers. Donc on répétait comme ça, comme des moulins, des prières auxquelles on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Et aussi, à l'époque, les gens mouraient aussi à la maison et on y allait avec le père. On allait, 2 enfants de chœur, on allait bénir, le mort chez lui, La mort faisait partie mais du totalement, quotidien. totalement et enfant, j'avais déjà vu des morts. Donc j'étais là-dedans. Avec des parents qui, par contre, n'étaient absolument pas, qui n'avaient pas de foi, du tout. Mon père, n'avait pas de problème métaphysique, du tout, du Il tout. vivait, quoi. Il vivait, oui, oui, sans se poser des questions là. Et ma mère avait été traitée de païenne par un prêtre. Du coup, ça l'avait refroidi. Oui, parce elle avait sa déesse qui était Sainte Rita et puis au fond ça fonctionnait bien seule avec Sainte Rita. Donc vous voyez un peu comment était Ouais. la culture de Dans ma paroisse, il y a une chapelle qui s'appelle Sainte Rita et oui, tout le monde vient pour Sainte Rita et oui. peut-être pour Jésus. Mais après tout, elle les conduit vers Jésus aussi, je suis pas Oui, trop oui, inquiet. oui, oui, c'était un peu ça. Oui, c'était un peu ça. Donc Vous vous posiez des questions métaphysiques, enfant? oui, oui, Ouais. oui, oui, ouais, même très tôt, même Vous très avez l'air très sensible comme, oui. être humain. Oui, oui, même très tôt. J'étais assez isolé dans ma famille, c'est-à-dire, il y avait mon père travaillait beaucoup, ma mère s'occupait en même temps, nous étions 4. J'étais le dernier de la famille, mais j'avais 3 sœurs devant et au fond, j'étais un enfant très seul, vraiment très seul et voilà et une mère qui n'était pas forcément très maternelle non plus. Voilà et de ce fait, heu, mais cette solitude, maintenant, je me rends compte combien elle m'a aidé à vivre intérieurement, à développer une vie intérieure. On s'occupait peu de moi. Il y avait le prêtre, l'abbaye Hospice après, et cetera et au fond, je pense que d'une certaine manière, après, la lecture a été aussi pour moi très, très importante là et je pense que j'ai vraiment beaucoup voyagé à travers la Vous pouvez lecture. raconter justement le jour où vous arrivez dans ce nouvel appartement et vous trouvez quelque chose? C'était juste en 1963, après l'indépendance et mes parents avaient pris un logement, qui était tout près du lycée du lycée français. Nous étions au 1er étage, il y avait une cour intérieure et dans cette cour intérieure, il y avait
un réduit. Et donc, je suis allé dans ce réduit et qui était vraiment petit, il devait faire 2 mètres carrés et il y avait un placard. Il était plein de livres, de haut jusqu'en bas, avec 2 tiroirs au milieu et dans lesquels il y avait des lettres, là, que les précédents, locataires avaient abandonnées, là. Et il y avait aussi un escabeau, de ces escabeaux, à 2 pentes où on pouvait s'asseoir en bois, on pouvait s'asseoir. J'ai installé l'électricité, c'est-à-dire que j'ai tiré un fil depuis la salle de bain parce qu'il y avait et avec une lampe et un interrupteur que j'allumais. J'avais 13 ans à l'époque, 13-14 ans et je me suis installé là-dedans et je suis monté sur l'escabeau, j'ai commencé à lire du haut en descendant. J'ai mis 3 ans pour tout lire. Et c'était de la grande littérature, c'était... Absolument. Et il y avait des choses que j'aurais pas dû lire à mon âge. Ça, c'est clair, que ça, c'est évident, que j'aurais pas dû lire un certain nombre de livres. Mais bon, j'ai tout lu. Mais j'ai tout lu. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup voyager, beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Et développer cette capacité d'intériorité. Absolument, oui, oui, oui. J'étais peu avec mes collègues du lycée, etc. J'étais souvent enfermé. Là, j'étais pressé même. Quand je commençais un livre, Pierre Loti, j'adore, etc. C'était vraiment. Donc, mais ce que véritablement, je dirais, c'est le terme de voyager, vraiment voyager. Il y a une nuit qui compte beaucoup, vous en parlez, je voudrais que vous la racontiez. J'ai l'impression que c'est un moment clé dans votre vie, c'est ce moment, la veille de l'attaque Oui. terrestre. C'était vraiment la guerre du Golfe, les années 90-91. Nous sommes partis en soutien des forces françaises dans la guerre du Golfe. Alors, personne ne savait exactement combien de temps allait durer cette affaire. Et on nous a installés dans le désert avec l'ensemble des forces françaises, environ 5000 hommes, qui étaient présents dans le désert, dans le nord, assez loin encore de la frontière irakienne. Ça s'appelait près d'une ville qui s'appelait KKMC, King Khaled Military City, une ville militaire. Mais nous étions en plein désert, à environ 10 kilomètres. Et nos conditions étaient rustiques. Nous étions sous tente. Nous avons eu extrêmement froid en même temps. Les conditions climatiques n'étaient vraiment pas bonnes du tout. Il y avait une promiscuité très importante, mais surtout le fait, c'était que nous étions complètement désœuvrés. Nous étions en période d'attente. Les Saoudiens m'avaient donné une ambulance qui me servait à éventuellement faire face aux urgences qui pouvaient apparaître au niveau du camp. Donc ça me permettait éventuellement de partir si dans une unité où il y avait éventuellement une urgence. Donc c'est une période un peu kafkaïenne d'attente. D'attente. On était dans l'attente. Et en même temps, nous recevions des informations, on allait être confrontés à la 5e armée, la plus puissante du globe, etc. Les Irakiens s'étaient battus contre les Iraniens pendant plus de 10 ans. Ils avaient réussi à faire face, etc. Ils utiliseraient le chimique. Donc on s'entraînait en même temps à mettre nos tenues de protection chimique. On démontait nos tentes, etc. Enfin, c'était épouvantable. Cette attente était épouvantable. Et pour moi, en même temps, c'est de se dire, mais est-ce que donner ma vie, est-ce que ça valait la peine de donner ma vie pour ça? C'est-à-dire pour essayer de faire en sorte de sortir les Irakiens qui avaient envahi le Koweït. Le Koweït, au fond, c'est une banque. L'Irak est rentré à l'intérieur de la banque. De ce fait, ils allaient être une puissance pétrolière des plus importantes, en ayant le leur plus ceux du Koweït. Il semblait, voilà, et le but était justement de les faire sortir de là. Alors, est-ce que j'allais mourir? J'avais 5 enfants en bas âge, est-ce que je devais mourir pour ça? La question c'est là, est-ce que je vais mourir? Parce que vous aviez tous peur de mourir. Mais bien sûr, Ouais. on nous donnait comme information au niveau santé que les pertes seraient de 10% le premier jour, 7% le deuxième jour et 3% le troisième jour. C'était en plus le neurotoxique avec le sarin, etc. Alors, on avait cette information.
et même mes camarades qui étaient dans les unités, c'est-à-dire dans les régiments, venaient me voir et certains paniquaient en disant: «Écoute, s'il m'arrive quoi que ce soit, est-ce que tu me prends en charge?» et cetera. Ils ne se sentaient pas préparés. Donc pendant cette période, je les ai formés, à la médecine d'urgence, à la prise en charge, au triage, en faisant des exercices et cetera. Et pour moi, il y avait une révolte. Je me sentais vraiment comme un lion en cage, en me disant: «Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Donner ma vie, ça n'a pas de sens. Donner ma vie pour la France, oui. Pour, en tant que patriote, oui. Mais pour ça, pour le pétrole, pour les intérêts américains, là, c'était un cap. Je n'acceptais pas Donc ça». la pression monte intérieurement, vous êtes désespéré. C'est ça, et en me disant: «Mais voilà, c'est ce que c'était difficilement supportable». Je courais le soir, il m'arrivait de pleurer quand je faisais quand je faisais mon tour, voilà, en me disant: «Mais j'ai pas envie, j'ai pas envie, je ne veux pas». Et il y avait une espèce de rage en tous les cas qui était insupportable. Je n'arrivais pas à prier non plus, j'étais dans une situation qui était, difficile en tous les cas. Jusqu'au moment où on nous donne l'ordre au bout de quelques mois, c'était au mois de janvier, on nous dit, «OK, il va y avoir l'offensive terrestre, donc vous allez vous déplacer». Donc, immédiatement, on rabat tout, on range tout et on part se mettre juste au bord de la frontière avec l'Irak. Et nous devions partir là. Le soir, quand même, en attente, les jeunes de l'antenne chirurgicale, jouaient et on avait décidé de faire un concours. On avait pris une cafetière qui servait de trophée et on verrait qui gagnerait entre les La 2 cafetière. équipes, la cafetière, pour recevoir le trophée et cetera. La 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 panique, l'angoisse montait beaucoup et en particulier notre adjudant-chef était extrêmement paniqué et au moment pendant que les jeunes jouaient, riaient et cetera, lui est sorti en ce moment en criant, nous insultant: «Mais vous vous rendez pas compte, demain on va tous crever», voilà. Il y avait l'aumônier avec nous qui devait participer éventuellement à la prise en charge des blessés que nous pouvions avoir au niveau de l'antenne. L'aumônier était avec nous, avait été affecté dans notre antenne et puis, je dois dire que j'étais assez brutal avec l'adjudant-chef par rapport aux jeunes. C'est-à-dire, il fallait absolument pas faire peur aux jeunes. En même temps, demain, serait demain, mais là et je lui ai dit: «Mais vous savez, demain, il y aura des balles perdues, mais elles ne seront pas perdues pour tout le monde». Ce qu'il a immédiatement Compris pour lui, oui. il avait compris pour lui, bien évidemment. Et puis, bon, le soir venu, la mise en convoi devait se faire à 6 heures du matin. Et donc moi, j'avais gardé l'ambulance que m'avaient donnée les Saoudiens et je dormais à l'intérieur, je n'avais fait mon camping-car. Ah, nous devions prendre un comprimé contre, prévention contre les neurotoxiques, toutes les 6 heures. Et donc le premier comprimé était à 1 heure du matin. La garde est venue taper à la vitre de mon véhicule pour me demander de prendre le comprimé et comme elle l'avait fait pour les autres et cetera. Donc je me suis réveillé, j'ai pris le comprimé, je me suis rallongé et à ce moment-là est apparu quelque chose dont j'ai encore aujourd'hui pas je n'arrive pas à réaliser complètement ce qui s'est passé. Mais j'ai été comme quelqu'un qui a couru avec un sac à dos très lourd et qu'il est arrivé l et qui a passé la ligne d'arrivée et à ce moment-là, il peut enlever son sac à dos et je me suis senti libéré. Il est venu en moi une espèce de libération. Je me suis senti totalement libéré et avec un sentiment de joie. Vraiment, j'étais arrivé et j'ai ressenti une grande joie, une grande paix intérieure. La mort, ne m'apparaissait plus comme quelque chose d'irréversible, de quelque chose qui était difficile et cetera. Le fait que je meure et que mes enfants, puissent rester seuls et cetera, tout ça, c'était de faire confiance et néanmoins une espèce de paix intérieure avec une énorme confiance. Fais confiance, fais confiance. Mais qui était là, qui était donné, qui était Donner, accessible. totalement, totalement. Et c'était vraiment extraordinaire. Vraiment, une espèce de paix intérieure, une espèce de joie, voilà, je pouvais mourir, c'était pas important. Voilà, c'était,
Voilà, ça m'est apparu comme ça, en me disant: «Mais vraiment, au fond, tous ces 6 mois, si j'avais fait confiance, je n'aurais pas autant souffert». Si j'avais eu cette foi-là qui permettait justement de se libérer, de se dire: «Je suis entre tes mains, quoi qu'il arrive», et là, c'est arrivé. À ce moment, le lendemain matin, à 6 heures, j'étais, dans le convoi. Les jeunes de l'antenne m'avaient fait découvrir Enya, une chanteuse celte. J'ai mis Enya à fond et on est parti. Effectivement, ça tirait beaucoup, on a eu les blessés et cetera. Mais cette joie, enfin, cette absence de peur de la mort, cette crainte, a disparu. Et elle a disparu encore aujourd'hui. Quand je suis allé en Syrie, que je vais à Gaza, et cetera, je ne ressens plus de crainte en tous les cas. Et pour vous, c'est Dieu? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est cette confiance de se remettre complètement, dans ses mains. Alors, je n'ai pas une foi de mystique, comment dirais-je? Il y a des gens que j'ai beaucoup aimés. Ma sœur aînée, par exemple, qui est décédée, sœur Marthe, qui m'a beaucoup marqué, et cetera. Ils sont toujours présents en moi et Dieu est présent en moi, comme la figure de ma sœur ou de sœur Marthe, ils sont présents. Il m'arrive, quand je rentre chez moi, j'ai toujours le portrait de ma sœur, j'allume une bougie et cetera. Elle est présente, sœur Marthe est présent, Dieu est présent. Ils sont une présence. Voilà. Je me couche en priant, je me lève à 4 heures du matin et je prie et je me lève le matin pour la journée qui commence et il est présent. Et donc vous êtes avec lui, c'est ça pour vous C'est prier? ça, C'est c'est ça. passer un temps d'intériorité avec. Oui, qui peut être simplement soit une lecture, qui peut être un moment de silence simplement, c'est de mettre de la musique et d'être là au même temps, de ressentir ça, de le ressentir dans les signes, marcher, voir que, il m'arrive de dire, vraiment, et souvent je suis avec, mes assistantes et cetera et je dis: «Tiens, il nous faudrait ça» il nous faudrait ça et ça arrive. Dieu présent. Ben oui. Ah oui, c'est dans le journalier de voir sa présence. C'est pas simplement de dire, c'est que les choses sont. Nous avons besoin de trouver de l'argent et l'argent arrive. Vous dites que vous avez la foi du haricot sec. Oui, C'est quoi le haricot sec? si vous prenez un haricot, si vous le découpez, si vous le regardez au microscope, il y a pas de vie, du tout. Vous prenez ce haricot, comme on le faisait quand nous étions enfants, vous prenez, du coton, vous mettez un peu d'eau, vous laissez, d'un seul coup il germe et la vie est là. En fait, la vie était là. Personne ne l'explique. Comment est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, quand les conditions sont réunies, et je dis bien quand les conditions sont réunies, il est là. Et c'est pareil pour nous. Si nous ne sommes pas dans la mesure de le recevoir, si nous ne mettons pas les conditions nécessaires à laisser parler Dieu en nous, Dieu est à l'extérieur et il attend. C'est-à-dire que nous devons nous mettre dans les mêmes conditions que le haricot sec. Est-ce que je suis aujourd'hui ouvert à le recevoir? Est-ce que je peux le recevoir? Ou j'ai envie de recevoir? Et ça, vous arrivez à le vivre même en situation d'urgence, Oui, bah oui, même en situation de guerre. oui, oui, surtout, surtout. Surtout dans ces moments-là, c'est-à-dire avant ou même avant une prise de parole. J'ai une image que j'aime beaucoup, quand les choses sont très dures, alors j'imagine une valise, d'accord? Et dans cette valise que j'ouvre, et je me vois ouvrir la valise, et je dis: «J'ai ce problème», et je mets dans la valise. «J'ai ça», je mets dans la valise, et cetera. Après, je ferme la valise et je dis: «Bon, maintenant, aide-moi à la porter». Ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Finalement, tout Ouais. le monde peut trouver Dieu, il suffit de mettre les conditions. C'est ça que vous dites. Absolument, absolument. Il suffit vraiment de se mettre dans un état de disposition pour le recevoir et il est toujours là, il est toujours en attente, il est vraiment toujours là. Il est cette présence, d'accord, en nous, qui attend justement que nous soyons ouverts, un peu comme les jeunes mariés qui attendent le marié et cetera, la nuit avec les lanternes. Est-ce que j'ai la lanterne? Est-ce que je fais la lumière suffisante pour qu'il puisse venir? C'est toujours la même, question. Mais c'est une parole pleine d'espérance. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse se dire, mais au fond, je vais y arriver. Au fond, il suffit de. Oui. Et faites l'expérience. C'est ça qu'on a envie de dire. C'est ça. Dans votre histoire de foi aussi, il y a beaucoup la fréquentation et l'interaction avec ceux qui sont musulmans.
puisque Oui. vous êtes un passionné du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Vos collègues syriens, quand vous êtes en Syrie, prient 5 fois par jour et vous priez au même moment qu'eux. C'est quoi cette première fois où vous priez ensemble? Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Après Dana, je suis parti dans cet hôpital clandestin près de Bab el Awa. Mais là, mes collègues vraiment ne s'étaient pas du tout organisés. Tout le monde travaillait en même temps. Tout le monde travaillait tout le temps. Tout le temps. Ils étaient épuisés. Les conditions sanitaires étaient mauvaises. Il n'y avait pas le temps en même temps de nettoyer. Il y avait du sable partout, de la terre partout, du sang partout, etc. Donc ça se dégrade forcément, quoi. Vraiment, c'était épouvantable. Et la première chose que j'ai faite, c'était de dire, ben, vous savez, on va tout mettre dehors, on va laver au jet d'eau et l'eau de Javel, etc., pour tout désinfecter, tout nettoyer, tout organiser. Il y avait beaucoup de blessés qui arrivaient. Nous dormions dans une même pièce. J'étais à l'arrière et le devant servait de lieu de prière en même temps. Et donc, à 4 heures du matin, ils se sont réunis, alors même que nous avions travaillé toute la journée. Ils étaient là, ils me tournaient le dos et ils se sont mis à prier. Qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là, sinon de prier avec eux? C'était évident. Et donc je me suis mis à prier avec eux. Et après, chaque fois que j'allais en Syrie, je priais aux mêmes heures. Même quand ils se levaient de la chambre, ils faisaient souvent faire attention en faisant en sorte de ne pas me réveiller, etc., pour sortir discrètement, rentrer discrètement. Mais à ce moment-là, je me mettais à prier pendant 30 minutes de paix, de calme en même temps, etc. Et après, ça m'a toujours semblé, ce moment-là a toujours été un moment très important pour moi, le 4 heures du matin. En fait, pourquoi 4 heures? Je pense que dans toutes les cultures, spirituelles, il y a cette heure-là entre 4 heures et 5 heures du matin. Que ce soit chez les bouddhistes comme chez les chrétiens, les moines, et cetera. Le 5 heures du matin est un moment important en tous les cas. Et physiologiquement, il peut y avoir une explication, c'est la montée du cortisol, et Mmh. cetera. Il y a physiologiquement dans notre chronobiologie, c'est un moment d'éveil physiologique, heu, lié à notre physiologie, à notre chronobiologie. Et donc ça me paraît être un moment où toutes nos facultés sont, éveillées, sont en situation d'éveil. Et donc disponible. Disponible et totalement disponible et c'est en même temps encore la nuit, avant de commencer le lever donc au fond, on est dans le même cycle que du Noctembre, c'est-à-dire du lever du soleil. Il y a quelque chose qui est, je suis, encore calme et ce jour n'existe pas et c'est l'œuvre de la création qui se rejoue en petit. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est une belle image que vous me donnez là, mon père. L'accompagnement du lever du soleil et on est dans la fin de la nuit et l'accompagnement et l'organisme, au même temps, y participe et je pense que c'est vraiment important. On parle beaucoup, et je pense que c'est important aussi, des différences entre la foi chrétienne et la foi musulmane, parce qu'il ne s'agit pas de tout mélanger et il y a des vraies différences. Et en même temps, votre expérience, c'est que on peut prier ensemble, enfin prier, on ne prie pas les mêmes prières, mais Oui, prier en même temps. oui. Est-ce qu'il y a des convergences possibles qui peuvent nous aider à vivre les uns avec les autres? C'est vrai que le rapprochement entre les chrétiens, elle se fait davantage avec les soufistes, d'accord? Où nous partageons le même sens, de l'amour, Oui. hein, dans l'expression même et je disais: «Si je devais être musulman, je serais soufiste». Parce qu'on retrouve cet élan de l'amour, qui est pour nous, en tant que chrétiens, fondamental. Il est cette force Oui. nécessaire, cette force qui unit et cetera et on la retrouve dans le soufisme et donc s'il y a un rapprochement en tant que prière, elle se fait avec les soufistes, en tout cas pour moi, oui et il m'est arrivé de le dire et ce n'est pas la première fois où souvent mes amis musulmans me disent: «Mais tu ne bois pas d'alcool? Écoute, pourquoi tu n'es pas musulman?» Oui, oui, c'est ça. Vous êtes resté chrétien, heureusement. Mais oui, mais parce que le Christ est fondamental au C'est même lui temps. qui est venu dans votre chambre intérieure. Mais bien sûr, le Christ, j'aime beaucoup ses colères d'indignation. Il est homme au même temps et il montre le chemin.
il est celui qui nous montre véritablement à le suivre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivez-moi. Regardez, vous pouvez être homme et en même temps totalement spirituel. Vous avez entrepris un voyage pour aller sur la tombe de Charles de Foucault quand vous aviez 18 ans. C'est une figure qui continue de vous marquer aussi Oui. dans ce dialogue. Oui, absolument. J'avais 18 ans et nous étions au lycée français en Algérie. Et j'étais très marqué par le père de Foucault, à la fois par le fait qu'il avait exploré le Maroc, en même temps, pendant une période qu'il avait été militaire, en même temps, et puis il y a eu cette conversion assez brutale, et puis sa radicalité à vouloir aller au plus proche du Christ, au plus proche de la pauvreté, etc., et d'aller s'installer dans le désert en même temps avec les Touaregs. Et j'avais eu très envie d'aller, et j'ai réussi à persuader 2 de mes camarades de classe de venir avec moi. Et nous sommes partis. On a d'abord pris le train en 3e classe avec les sièges en bois. C'était assez étonnant parce que quelquefois, ils s'arrêtaient en plein désert, comme ça. Des gens descendaient avec leurs affaires, etc. Et puis, le gars, une fois qu'il était descendu, il se mettait à crier « c'est-à-dire, va-t'en, allez !» Et on l'abandonnait en plein désert. On disait « Mais où il va ? Mais où il s'arrête ? Il n'y a pas de gare. Comment c'est possible ? C'est possible que le train s'arrête comme ça ?» Et donc, là, ce qui était extraordinaire avec les gens qui étaient autour de nous, les Algériens qui étaient autour de nous, c'est que chaque fois qu'il y en avait un qui ouvrait son panier avec sa nourriture, ce besoin de partager avec nous. Et à un moment donné, la difficulté était de dire non merci. Parce que On a assez mangé. on a assez mangé. Vous avez parlé du Christ, de sa force d'indignation quand on rentre à la maison et qu'on voit l'indifférence. Comment vous vivez ça ? Bien sûr, ça m'interpelle beaucoup. Mais peu à peu, j'ai essayé de comprendre quelle était la mentalité des tailleurs de pierre des cathédrales du Moyen Âge. Parce qu'au fond, ils taillaient des pierres pour une construction dont ils ne verraient jamais la fin. Eh bien, je pense que c'est le même état d'esprit que doit être le nôtre. Nous aspirons à ce que, justement, notre monde se spiritualise et que la paix, l'amour, la bienveillance règnent parmi les hommes. C'est ce que nous voulons. Oui. La Jérusalem céleste. Oui. Nous avons cette espérance de la faire advenir, cela. Et nous sommes des ouvriers. Nous ne la verrons peut-être pas, mais nous y participons. Alors, on ne peut pas changer les autres. On peut se changer soi-même et on peut participer justement à cette vision. Et dès lors que nous avons une espérance, si j'ai une espérance, en même temps, je me dois de m'engager, c'est-à-dire de me mettre dans l'action. Parce que j'ai cette espérance. On ne peut pas espérer quelque chose et en même temps ne pas agir pour la voir advenir. L'espérance, c'est une vertu, donc c'est l'action. C'est l'action. Si on est en même temps dans cet engagement qui nous mène à l'action, parce qu'on a l'espérance, ce qui lie l'ensemble, c'est bien la foi. Mais il y a quand même des moments où le tailleur de pierre est un peu découragé. Il y a le moment où vous êtes en Syrie et une amie vous appelle pour vous demander des conseils. Oui, nous avions été bombardés. Durant la nuit, toute la journée, la matinée s'était passée justement à traiter les blessés que nous avions, à évacuer les autres, etc. Vous êtes Épuisé, il est 11 heures, je n'ai pratiquement pas dormi, juste 1 heure, le temps d'eux, etc. Et donc, je retourne dans ma chambre, dans mon lit, pour ramasser mes affaires, pour partir. Et après, il y avait des tas de gravats qui étaient sur le lit. Je balance tout par terre et je me jette sur le lit, juste quelques instants. Et pour dire merci, mon Dieu, merci. Vraiment, tu m'as sauvé. Pas dire autrement. Et donc, à ce moment-là, le téléphone sonne. Alors, je décroche, je regarde et je vois que c'est un numéro français. Je dis « Allô ?» Alors, c'est une amie qui est à Metz. Elle me dit « Raphaël, écoute, j'ai vraiment besoin d'un conseil, c'est insupportable. » Je dis « Qu'est-ce qui est insupportable ?» Je me suis fait une entorse et le médecin m'a dit que je ne pouvais pas porter de chaussures à talons pendant au moins 3 mois. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester sans talons. Je ne peux pas rester sans talons. Là, vous riez ou vous pleurez parce que vous l'engueulez? Non, rien du tout. Rien du tout. Je dis, écoute, je pense qu'il a raison. Et il a tout à fait intérêt, sinon tu risques d'avoir une entorse chronique et de récidiver en permanence.
Donc, Et vous et je raccroche. Et vous riez un peu. Ben oui, en tout cas, après. Pas sur le moment, mais après, parce que je la revois. Je la vois encore là. Et c'est vrai que c'était totalement décalé. Du même coup, la réflexion, c'est attention, lorsque l'on ne vous répond pas comme vous attendez qu'on vous réponde, méfiez-vous. Vous ne savez pas la situation dans laquelle sont les gens. Et ça a toujours été vrai dans mon service. Quand une infirmière dit « Ah, mais je ne veux plus travailler avec elle ». Pourquoi? Ah, mais parce que quand elle arrive, elle ne me dit pas bonjour, etc. Elle est très désagréable et tout. Et alors? Alors, je ne veux plus travailler en équipe avec elle. Et bon, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi elle était désagréable? Est-ce que vous savez si elle n'a pas de souci avec son mari, si ses enfants ne sont pas malades? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions? Pourquoi est-ce que vous avez vu que vous? Pourquoi vous n'avez pas regardé? Et au fond, c'est ça la question toujours. Lorsque vous voyez que quelqu'un n'est pas bien et qu'il ne vous répond pas comme vous aimeriez qu'on vous réponde, posez-vous la question d'abord de savoir qu'est-ce qu'il a. Oui. Pourquoi? Est-ce que tout le monde peut devenir un tailleur de pierre? Tout le monde a le devoir d'être un tailleur de pierre. Nous devons. Et comment on fait? Parce que la question, c'est, vous avez la compétence. Vous avez 62 ans, vous savez que vous pouvez apporter quelque chose que personne d'autre peut apporter, vous y allez. Pape François, il a le numéro de téléphone de Gaza, c'est le pape, il appelle le curé Gaza tous les jours pour prendre soin d'eux. Moi, qu'est-ce que je fais? Le Kidam, comment il fait? Les médias ont tellement raccourci les distances qu'il y a aussi une forme de saturation. Comment on fait pour être un tailleur de pierre, dans votre image? Dans mon image, il y a une nécessité d'avoir sa propre liberté intérieure. Dans ce monde d'aujourd'hui, justement, avec Internet, il est vraiment important que chacun de nous garde son sens critique. Voilà. Et donc, il faut revenir à cette vie intérieure qui permet justement de se libérer. Et donc, à partir de là, quelles sont les valeurs qui me fondent? Qu'est-ce qui me fonde, moi? Je suis un être unique. Sur les 8 milliards d'individus, aucun n'a les mêmes empreintes digitales. Oui. Nous sommes uniques. Chaque individu est unique. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis unique? Qu'est-ce qui sont les valeurs qui sont fondamentales pour moi et que, contre vent et marée, je défendrai pour ne pas, justement, me mentir à moi-même, hein? Et deuxièmement, quelles sont les compétences qui m'ont été données? Quelles sont les compétences? Est-ce que, au fond, les compétences, ça peut être simplement que la prière, une capacité à prier. Ça peut être aussi à écrire. Quelles sont les compétences que j'ai acquises? Et ces compétences, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Oui. Voilà. Je suis un être libre. Spirituellement, je suis libre. Spirituellement, je garde des capacités de critique, alors, pour ne pas me laisser uniformiser, etc., désinformé par les autres et rentrer dans ce que Bonhoeffer appelait l'état de stupidité, d'accord, qui fait que je pense comme tout le monde. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce que moi, à ce monde, je peux apporter? Et c'est ça ma pierre. C'est ce que moi, je pourrais apporter à ce monde. Et du coup, ça veut dire, et on le voit dans l'expérience de vie que vous nous avez racontée, que la prière, par exemple, est quelque chose d'essentiel. Donc moi, par exemple, comme prêtre, je peux faire en sorte que les intentions de prière à la messe soient vraiment des intentions circonstanciées, parce qu'en fait, prier pour les gens qui sont sur le terrain, ça peut faire des miracles. Mais bien sûr, bien évidemment. Et au moment même où nous sommes à la messe, à l'Eucharistie, c'est le moment où jamais, au moins on est sûr qu'il est là. C'est clair. Au moins on est sûr qu'il est là et qu'il peut nous entendre. Et je voudrais qu'on finisse en parlant de deux personnages qui sont un peu emblématiques dans votre vie. La première, c'est Sœur Marthe. Qui est Sœur Marthe? Sœur Marthe, je l'ai découverte à 60 km de Djibouti, dans une petite ville balnéaire qui s'appelle Arta, qui est en altitude. Et c'est aussi le lieu où s'étaient installés les commandos marines auxquels j'appartenais. Et il y avait un dispensaire. Les dispensaires étaient tenus par une sœur blanche. Et il y avait une toute petite communauté de 4 femmes qui étaient là. Sœur Marthe était l'infirmière en charge du dispensaire. Elles étaient toutes âgées. Sœur Marthe, c'était la plus jeune, elle devait avoir un peu plus de 50 ans, c'était la plus jeune. C'était la plus dynamique, les autres étaient relativement fragiles. Sœur Marthe était ch'ti, c'était un personnage extrêmement dynamique aussi et qui menait, qui dirigeait son dispensaire de main de fer par rapport à la population qui Ouais. était toujours en demande, et cetera. Et elle avait toujours été seule. J'étais le 2e médecin
qui était arrivé à Arta. Et mon prédécesseur des commandos était allé aussi de temps en temps, au dispensaire Donner un coup et de main. donner un coup de main à Sœur Marthe. Chaque fois que j'étais sur place et cetera, j'allais au dispensaire, je participais à la consultation. J'étais jeune médecin, sorti de la faculté, et je dois dire que Sœur Marthe, à ce moment-là, m'a vraiment appris ce que c'était que la brousse, en même temps, la prise en charge des enfants dénutris, qui étaient nomades et cetera. Elle avait des Et techniques spéciales? oui, en particulier pour les enfants qui étaient dénutris par manque de protéines et qui arrivaient déshydratés avec un gros ventre. Sœur Marthe récupérait les boîtes de rations. Elle avait ses entrées au niveau du commissariat de l'armée de terre à Djibouti et elle ramenait toutes les rations qui étaient à la limite de la péremption, dont elle récupérait à la fois les bonbons, les boîtes de fromage, et cetera, et les sardines. Et donc, elle avait mis en place la sardinothérapie et les mères devaient amener leurs enfants, qui étaient des enfants en bas âge, tous les matins pour avoir une sardine et pas plus d'une sardine, vraiment comme un traitement, la Ouais. sardine. Et elle appelait ça la sardinothérapie. Et les enfants engloutissaient, se jetaient sur la sardine et à deux mains et la mettaient à la bouche, et cetera, et l'avalaient. Et c'était incroyable de voir combien en 2 semaines, les enfants récupéraient complètement, réabsorption de l'œdème qu'ils avaient, l'acide, l'œdème qu'ils avaient dans le ventre, et cetera. Ils revenaient, ils étaient de nouveau florides, et cetera. C'était extraordinaire. Et puis deuxièmement, Sœur Marthe aussi venait me chercher en pleine nuit, pour aller dans les tout cool quand les mères avaient des soucis, enfin les matrones qui accouchaient n'arrivaient pas à faire un accouchement normal. Elles allaient chercher Sœur Marthe qui venait me chercher aussi et je l'accompagnais dans les... Là, vous avez un exemple. Oui, oui, alors, et vraiment, Sœur Marthe m'a tout appris. Je n'avais jamais fait de stage en gynécologie obstétrique durant mes années d'études et Sœur Marthe m'a tout appris, comment on fait un retournement, comment on aide à l'accouchement, et cetera, comment on recoud. Donc elle m'a appris et une fois, j'étais parti avec Sœur Marthe m'avait prêté son véhicule, elle avait une 4L. J'étais parti à Djibouti. En revenant, vers midi, je vois Sœur Marthe sur le bord de la route. Il y avait ce qu'on appelle un toukoul, une tente, éthiopienne et Sœur Marthe était sur le bord de la route et elle me faisait des grands signes pour m'arrêter. Je m'arrête. Elle me dit: «Venez vite, la maman est en train d'accoucher». Ils étaient vraiment dans une très grande précarité. C'était un couple d'Éthiopiens qui avaient réussi à nettoyer un tout petit bout de champ autour d'eux pour essayer de cultiver quelque chose. Ils étaient dans une situation vraiment de misère. Il y avait rien dans la tente à l'intérieur. La mère était en train d'accoucher, là, et l'enfant ne descendait pas, restait, et cetera. Alors Sœur Marthe me dit: «Mettez-vous entre les cuisses, là, de la mère, en position demi-assise comme accouchent les Éthiopiennes». Sœur Marthe se met derrière, pose ses 2 mains sur le ventre de la mère, de manière à bien sentir le début des Ouais. contractions, de manière à pousser et accompagner l'expulsion de l'enfant, là. Parce que les contractions étaient plus assez fortes? Assez forte, elle était épuisée. J'avais fait, on sentait la tête, mais ça ne descendait pas et chaque fois qu'il y avait une contraction et que je voyais maintenant la contraction, je disais: «Sœur Marthe, allez-y, poussez, 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 poussez». Sœur Marthe se levait, bien évidemment, poussait avec ses 2 mains et poussait tellement fort qu'elle devenait rouge et puis disait: «Stop, stop ma sœur, on se repose maintenant», comme si j'étais en train d'accoucher Sœur Marthe et c'était vraiment... Et l'enfant est né? L'enfant est né, oui. J'ai éclaté de rire parce qu'à chaque fois, il dit: «Ma sœur, on se repose maintenant. On attend on attend la On attend la prochaine contraction. On attend la prochaine contraction». Oui, le bébé est né, c'était un gros bébé en fait, hein, c'était un très gros bébé et sœur Marthe après est partie chercher, de quoi l'habiller et cetera et tout ce qui était nécessaire pour cette famille, cette jeune Et famille. Sœur Marthe est restée une grande sœur pour vous toute votre Ah vie? oui, oui, c'est vraiment quelqu'un qui me marque beaucoup encore. Jamais, pendant toute la période avec sœur Marthe, jamais nous n'avons parlé de foi. Jamais. Parce qu'elle la vivait complètement. Elle me montrait, ce que c'était que le don de soi, totalement. Dans le Golfe en particulier, il y a eu un moment extrêmement, fort, c'est que nous avons reçu des blessés du fort d'Al Salman, un officier qui avait sauté sur une mine, il avait les 2 pieds pratiquement amputés. Durant le transport, il a commencé à s'agiter, il avait ses 2 attelles, je ne comprenais pas ce qui arrivait, il a perdu connaissance, il s'était arraché sa perfusion. J'ai eu un réflexe, j'ai enlevé ses 2 attelles, il était en train de mourir d'hémorragie. Il y avait une reprise de l'hémorragie au niveau de ses 2 avant-pieds. J'ai mis des garrots
Quand il est arrivé, il a été amené directement sur l'hôpital de campagne et il a été amputé de ses 2 avant-pieds. Il était à 5 grammes d'hémoglobine, il était en train de vraiment son cœur est en train de désamorcer par hémorragie grave. Alors, ça, c'était en 1991. En 1996, je suis allé voir pour la dernière fois sœur Marthe. J'avais demandé: «Sœur Marthe, qui vient vous visiter?» Sœur Marthe me dit: «Ne vous inquiétez pas, il y a le commandant Leclerc qui vient me voir. Il était à Djibouti, maintenant il est à Paris, il vient avec son épouse me rendre visite». Quand je me retrouve en 1996 à préparer l'agrégation, c'est chez Bernard, Rouvier que je vais. J'ai un repas, il y a ses amis qui viennent, c'est un monsieur très grand et cetera. C'est un officier, un colonel. Il est accompagné de son épouse, nous mangeons ensemble et au cours de la discussion, il est militaire. Il a, été à Djibouti. Je lui dis: «Mais vous avez connu sœur Marthe alors?» «Ah oui, oui, bien sûr, nous avons connu sœur Marthe». Et nous l'avons, visitée aussi quand elle était hospitalisée chez Bernard Rouvier. C'est là qu'il donne son nom. Il dit: «Je suis, Leclerc». Or, c'était Leclerc qui venait visiter sœur Marthe. Et donc, à ce moment-là, autour de la table, nous étions les 3 à connaître sœur Marthe. Et dans le Golfe, rien ne me prédestinait à le transporter, à lui sauver la vie. Parce que c'était celui qui C'est avait les c'était 2 celui pieds, Absolument. C'était celui que j'avais transporté dans l'hélicoptère et il avait, ce jour-là, je ne l'ai pas remarqué, mais il avait 2 prothèses pour de ses pieds et c'est lui qui a accompagné sœur Marthe jusqu'à la jusqu'à la fin. Et donc, sœur Marthe avait été là présent. c'est incroyable. Moi, j'ai un cadeau pour vous, un petit cadeau, je vais le chercher. On s'est dit que les lectures, c'était quelque chose de très Ah oui. important. Alors je vous offre, j'espère que vous le connaissez pas, un petit roman Merci, qui s'appelle Vie minuscule de Pierre Michon. Vous pouvez l'ouvrir, j'ai mis un petit merci. mot. Et ça raconte des vies de personnes qui seraient jamais entrées dans l'histoire. Et je me dis que votre histoire, c'est justement de faire attention à toutes les vies minuscules et que chaque histoire vaut le coup qu'on donne sa vie pour elle. Et donc, je me suis dit que les vies minuscules, ça pouvait être Oui, un beau résumé de notre rencontre. merci beaucoup. Merci pour tout ce que tout cet échange.